petit mot sur mon invitée. Elle a fait un voyage absolument fascinant jusqu'à elle-même. Comme nous toutes, me direz-vous. Non, elle plus, elle incarne dans sa chair la phrase de Beauvoir qui dit « On ne naît pas femme, on le devient ». Tellement, mesdames. Sandra Forgues, bonjour. Sandra, je crois que j'ai fait, je sais pas, je pense des milliers d'interviews dans ma vie. Je suis extrêmement fière que mesdames te reçoivent. Et je me suis dit, je vais enfin avoir en face de moi quelqu'un qui va pouvoir me répondre à la question incroyable qu'on se pose toutes, en particulier ici, c'est quoi être une femme? Et ça, je sais que tu vas y répondre. Être une femme, en fait, c'est d'abord un ressenti. C'est d'abord des forces, des faiblesses. C'est d'abord un regard des uns sur les autres. C'est une grosse part de féminité. Alors, qu'est-ce que c'est la féminité? On va dire des traits caractéristiques qu'on attribue plus facilement aux femmes qu'aux hommes, alors que les hommes peuvent être sensibles et puis des femmes très dures. Ouais. Mais globalement, quand même, il y a une forme de douceur, de sensibilité qu'on retrouve plus généralement chez les femmes. Et donc, quand on est dans un corps qui n'est pas celui de ce qu'on ressent, on va être un petit peu entrechoqué par rapport à ses ressentis. Donc être une femme, dans l'ancien temps, ça voulait dire être assez docile, s'occuper de son mari. Et tu avais vachement envie d'être docile et de t'occuper de ton mari? Absolument pas. D'autant plus que j'ai une mère qui ne portait pas du tout ces caractéristiques. Ma grand-mère était aussi une femme forte. Et donc j'ai baigné autour de ces femmes fortes, donc je n'avais pas peur d'être une femme. Il y avait aussi des hommes forts qui s'occupaient aussi du ménage. On était déjà dans une famille un petit peu moderne, on va dire. Mais globalement, il y avait cette bipolarité chez mes parents, entre mon père, qui représentait une forme de masculinité, qui ne me parlait pas. Dès qu'il y avait ma mère ou ma cousine ou mes tantes qui étaient là, je m'imaginais plus à être comme elles. Sauf que j'étais pas folle, fou à l'époque. Devant mon miroir, je voyais bien que j'étais un petit garçon. Et j'avais mon grand frère qui me montrait ce qu'était un garçon. Il fallait être ça, je faisais ce qu'il fallait pour l'être. Voire même j'exagérais. Ce qui fait que... Pourquoi? Tout simplement pour se cacher. Mais pourquoi se cacher? J'avais l'impression que j'étais la seule personne au monde à vivre cette dualité. Ce sentiment de vouloir être une fille, mais de ne pas pouvoir. Et j'avais autour de moi que des gens cisgenres, c'est-à-dire qui n'ont aucun problème avec leur genre assigné à la naissance. Et donc c'était dans les Hautes-Pyrénées. En même temps, on n'était pas au cœur de Paris, ni... Bon, je ne sais pas si c'est facile au cœur de Paris je non plus. Je ne sais pas, mais du moins, il y avait une vie qui était paisible, mais très ancrée dans les schémas classiques, on va dire. Traditionnels. Et qu'il est encore parfois, de temps en temps, plus on monte dans les vallées, plus c'est compliqué, encore que. Mais néanmoins, je pense que la société a changé. Mais du coup, Sandra, pardon, alors à l'époque, tu es un petit garçon, mais tu te dis, je devrais être une petite fille, tu te le dis? Je me le dis tellement que j'allais au catéchisme à l'époque et tous les soirs, je priais Dieu pour me réveiller en tant que fille. Et souvent, d'ailleurs, je mettais une robe ou une jupe dans mon lit, je mettais les draps dessus, tout ça, pour pouvoir passer un bon moment dans cette peau artificielle de fille, puisque je ne pouvais pas l'être dans la peau réelle d'une fille, donc je l'étais dans une peau artificielle. Et je me suis travestie toute ma vie pour ressentir ces moments de féminité, en pensant que je faisais quelque chose de mal, en pensant que je n'avais pas le droit. Il y avait un côté très interdit et je ne peux pas accepter mon corps. Oui, mais alors tu ne l'acceptes pas et en même temps, tu prends ton corps et t'en fais ton outil. Puisque t'es une championne olympique, un champion olympique. Alors, oui, alors ça aussi c'est fascinant chez toi, c'est que tu parles de toi au masculin, au passé, et au présent, au féminin. Donc je veux dire, le garçon que tu as été, Wilfried, il est là. Forcément, enfin... Non, mais il n'est pas effacé, tu ne l'as pas occulté. Non. On trouve des vidéos de toi avant, donc au masculin. Et j'ai trouvé ça... je me suis dit, quelle liberté! Alors moi je le vis comme ça, pas toutes les personnes transidentitaires. Il y en a qui ont parfois eu des vies compliquées, complexes auparavant et qui veulent les oublier. Moi, il faudrait être folle ou fou pour dire j'ai été champion olympique, champion du monde et je fais une croix dessus. Ça n'a pas de sens. Tu nous rappelles le sport? Alors c'était du canoë-kayak avec mon équipier Franck Addisson. Je faisais du canoë biplace.
le même sport que Tony Estanguet, qui est bien connu. Regardez-les, Frank Addison devant, Wilfried Ford derrière. C'est la puissance et à la fois le geste artistique, ces deux garçons. Ils sont vraiment parfaitement complémentaires et il faut l'être pour pratiquer cette discipline. Dans les années 90, on a eu notre apogée de carrière en gagnant 3 fois les championnats du monde, les Jeux Olympiques, plein de fois les championnats de France, et on a vécu avec nos copains de l'équipe de France de grandes aventures. Et je ne peux pas les oublier parce que c'est ce qui m'a créé aussi. Alors, j'étais un petit peu une femme espionne dans la cour d'un homme qui vivait avec ce troupeau. Hein. Ah oui, tu dis ça. Ah, c'est très intéressant. Une femme espionne dans le corps d'un homme. Ah ben, c'est quelque marrant. part, Et alors, c'est comment dans les vestiaires? alors, Non, alors je je rigole. connais tout. Moi, je le vis comme une chance Ouais. d'avoir connu les deux côtés. C'est-à-dire, je ne peux pas dire qu'être une femme, c'est génial, être un mec, c'est moche. Non, bien sûr. Parfois, c'est très très bien d'être un homme. Mais c'est pas ce que je ressentais au fond de moi, notamment quand j'étais seule. Oui. Donc quand j'étais seule, j'étais plutôt seule. Et il fallait absolument, ma féminité ressortait très fortement, et il fallait que je vive ces moments de féminité. Par contre, en société, j'avais construit un homme qui était reconnu, qui était à la hauteur de ce qu'on attendait de lui, mes études, tout ça. Bon, bref, de ce côté-là, j'avais l'impression que j'étais habitée par deux personnes. Ouais. Il a fallu attendre ma transition pour que je comprenne qu'en fait, non, je n'étais qu'une seule personne dans cette femme qui était dans un corps d'homme, qu'il a fallu éclore, pousser Wilfried un peu dans les retranchements, de dire, bon, maintenant, c'est toi qui vas te cacher sur la moitié de ta vie et laisser Sandra s'épanouir. Ça veut dire qu'il est toujours là? Mais on est tous dans cette forme un petit peu masculine, féminine, on le dit toujours qu'on est caractère... voilà. Tu parles d'un garçon manqué, donc je vois très bien ce que tu veux Ouais, dire. c'est ça. Et puis que finalement, ça rejoint un peu les contextes, les concepts de non-binarité, sauf qu'il y a des gens qui ne veulent pas non plus que sur l'expression de genre, ça se voit. Ouais. Mais on n'est pas obligé d'en être totalement féminin ou totalement féminine ou totalement masculin. Je pense que chaque être embrasse plein de qualités, plein de défauts, est capable de se projeter dans l'autre genre, on va dire, de temps en temps, pour des caractéristiques particulières. Et moi qui ai vécu les deux, je pense que la frontière entre les deux est beaucoup moins forte qu'on le pense. Ah oui. Simplement, c'est surtout l'expression de genre qui va faire croire à l'autre qu'on est complètement dans un genre ou dans l'autre. Alors, qu'est-ce qui dans le genre, t'est autorisé au quotidien que tu ne pouvais pas avoir quand tu étais un homme? On va répondre à la question de qu'est-ce que t'es une femme comme ça. Déjà, je pense que ce qu'on appelle l'identité de genre, c'est ce qu'on reçoit au fond de nous. Oui. Voilà. Donc, au fond de nous, si on a une part de féminité vraiment exacerbée ou dans lequel on est vraiment bien, quand je n'ai plus de testostérone qui me provoquait des émotions un peu d'agressivité instantanée, j'ai plutôt la douceur de l'oestrogène qui je sais pas, il y a une forme de bien-être en fait. Il y a des personnes qui suivent des traitements anticancéreux des hommes où on est obligé de leur enlever la testostérone. Oui, absolument. Voilà. Et ces gens-là le vivent très très mal parce qu'au fond d'eux, le cerveau réagit et il est en manque de ces émotions. Ils ne se reconnaissent plus. Ils se reconnaissent plus. Oui. Moi, quand j'ai été en manque quand je n'avais eu plus de testostérone, j'ai eu comme une vague d'apaisement parce qu'en fait, elle me dérangeait. Donc, être une femme, je pense, comme un homme, c'est déjà dans le cerveau que ça se passe. Ouais. Tous les récepteurs du cerveau. Le reste, c'est ce qu'on va arborer avec les facultés. Donc, faire du sport dans un corps d'homme, c'est quand même vachement plus facile. Ça, tu le dis. Alors ça, c'est fascinant, ça. Tu dis, je suis la même personne, je suis un homme, je fais mon traitement donc hormonal, je n'ai plus de testostérone, Oui. on monte en oestrogène et je deviens une femme et je n'ai plus les mêmes performances. Ah ben ça, carrément, oui, ça c'est indéniable. La testostérone était reconnue dans le monde sportif. Dans les années 80, les sportifs de l'URSS prenaient de la testostérone pour se doper. Alors toi, tu as eu cette carrière extraordinaire de sportif, un niveau olympique, championne du monde, etc. Tu as vécu une vie maritale, tu es parent. Tes enfants t'ont appelé papa. Il m'appelle toujours papa. Ils t'appellent papa. Alors c'est rigolo dans les magasins. Hein. Ah, c'est Papa, incroyable. j'ai trouvé une super robe, elle te va très bien.
C'est C'est incroyable. et parce que je reste leur papa. Ils ont vécu avec Extraordinaire. ça. Alors leur papa a changé effectivement de look, mais que leur papa ait changé de genre, bon, ça a été compliqué quand même. Faut pas quand même le cacher, parce que les repères, notamment sociétaux, changent. Ouais. Si moi dans ma tête j'ai pas l'impression de changer, les gens lorsqu'ils me voient, c'est une personne différente. Donc il faut qu'ils réapprennent en fait à me connaître. Et donc mes enfants ont dû faire un peu le deuil de l'image du père, en plus champion olympique, donc ça frimait un peu à l'école, quoi, hein, faut le dire, avec quelque chose qui est presque honteux, qui est à l'époque du moins, enfin à l'époque c'est pas une époque vieille, hein, c'était il y a moins de 10 ans, mais ce côté un petit peu de peur du jugement de l'autre. Notamment, ils étaient collège et post-collège, donc, enfin lycée, Ouais. donc c'était quand même compliqué pour eux. J'avais eu d'ailleurs très très peur de les abîmer. Donc bon, tout est aujourd'hui à peu près, on s'entend très très bien. Je vais être mamie de ma grande fille. Félicitations. Et mais ça va être cocasse parce que voilà, Mais donc- ma mamie, c'est le papa de ma mère. On est quand même dans une situation... Un peu ubuesque, oui, mais C'est c'est surtout singulier. l'humour et la bienveillance qu'il faut Bien mettre sûr. autour de tout ça. Mais je trouve ça très beau que... Moi, ça me touche que tu acceptes que tes enfants t'appellent papa, parce que tu es leur Oui. père. Et Ouais. je trouve Bah, ça ils très ont leur beau mère, qu'ils acceptent... donc, Non, mais bien sûr, non, mais c'est Et très... surtout, j'aurais été une femme d'entrée de jeu. Voilà, on peut être deux femmes et avoir des enfants. Il n'est pas obligé d'avoir Ouais. un papa et une maman. Tant que l'amour est là et que l'enfant a ses habitudes, est né comme ça, Ouais. il n'y a jamais aucun problème. Par contre, quand il y a un changement comme moi, il y a quand même un changement de repère. Donc, Bien sûr. il faut quand même m'accompagner tout ça. Ils s'intéressent à la femme qu'est leur père. Cette phrase, et ça y est. Non, je Franchement, pense j'ai quand posé même la question pas. la plus incroyable de l'histoire de l'humanité. Merci Sandra pour ça, merci beaucoup. Est-ce que tes enfants s'intéressent à la femme qu'est leur père? Alors, je pense que ça les intrigue toujours. Ils le comprennent, ou du moins ils l'acceptent. Ouais. Est-ce qu'ils le comprennent? Ils sont encore dans leur propre construction, donc moi je les encourage à vivre leur propre perception des choses, Oui. et puis sans jugement, mais à vivre après leur propre expérience là-dessus. Donc pour l'instant, ils n'ont pas fait œuvre on va dire, ni de rejet. La seule reproche qu'ils me font, c'est d'avoir coupé la famille, quoi, en fait. Voilà, hein, parce que mon épouse de l'époque était mariée à un mari. Oui. Donc même si on s'aimait beaucoup, elle perdait son mari, donc elle avait besoin, elle, de se reconstruire. Elle n'était pas lesbienne, donc il lui fallait un homme, et moi je ne l'étais plus. Ils me reprochent surtout ça, je pense. Et à juste titre, moi je ne les juge pas. Simplement, ils ont compris que c'était existentiel pour moi. On ne choisit pas ça, hein. Ça Ah, fait- mais pas du tout. c'est Ça, pas un moi, ça me parcours, fait hurler ouais. quand j'entends Mm. Ah, mais vous avez fait le choix de faire une transition, donc ceci, cela. On ne choisit pas d'être de couleur, d'être grand, petit. Il y a plein de choses qu'on ne choisit pas. Et être transgenre, en tout cas, je garantis qu'on ne le choisit pas. J'ai lutté 40 ans contre. J'ai tout fait pour justement utiliser mes capacités de champion pour dire en plus on était connus, moi et mon équipier, pour être des formes dans le mental, et donc je dis je vais utiliser cette force mentale pour faire partir ça. Ouais. Et plus on le fait partir, plus ça revient d'une force inouïe. On ne peut pas se cacher derrière soi-même, c'est pas possible. C'est très courageux d'être à la recherche de soi. Ça, c'est pas confortable en tout cas. Rien n'est confortable là-dedans, parce que c'est une remise en cause permanente. Et il y a des gens qui ne supportent pas cette C'est remise en fatigant, cause permanente. Sandra, c'est fatigant. Oui, c'est fatigant de se remettre en cause, mais il y a tellement de choses merveilleuses dans cette planète, c'est que ne pas se remettre en cause et ne pas tenter des expériences, ne pas prendre son courage à deux mains, je trouve ça dommage. On a 50 ans, la vie, pour moi, elle démarre. Mais c'est pas une pirouette ce que tu dis. Non. Quand tu dis la vie, elle démarre. Ta vie, Non, elle non, commence. Ta vie à toi,
Ma vie à moi, alors, elle a toujours existé, mais c'est vrai qu'en tant que femme, j'ai envie de revivre plein de situations. En dehors de l'aspiration première et interne qui est douloureuse, hein, de la dysphorie de genre, de ne pas être dans le sexe dans lequel on se ressent, c'est quand même, t'as un paradoxe quand même de vouloir un homme qui veut devenir une femme dans un monde d'hommes, c'est déjà singulier, mais c'est pas une envie, c'est un besoin, je l'ai bien noté. Mais en plus à 50 ans, alors là, pardon, mais pardon, c'est quand même, je veux dire, Oui. le truc est fou quand même. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'en fait, moi, je ne suis pas née avec cette peur de la femme de 50 ans. Eh oui. Je n'ai pas vécu mes 20 ans en tant que femme, idéalisée par le côté esthétique, idéalisée par... Alors, on sait très bien toutes les femmes qui le racontent, 20 ans, c'est pas du tout l'âge le mieux dans une vie. Donc, il y a un genre de fantasme permanent de la femme qui dit, mais que chaque année qui est future, c'est une année de moins ou une année qui sera pire, alors que pas du tout. Une femme à 50 ans n'a jamais été aussi belle. On se souvient de Sharon Stone à ce moment-là, dans Les Instincts. Bah nous, Ainsi. déjà, Et regarde, nous, on est bien. Et que, alors oui, parfois le corps nous trahit un peu, on a des douleurs qui arrivent, on a des choses, mais enfin... Toi, t'as combien d'années femme, toi, dans Alors ta vie? moi, dans mes femmes, dans mon corps de femme, j'ai 7 ans aujourd'hui. 7 ans. Ouais, je vais bientôt rentrer à l'école primaire, je ne sais pas combien, 7 ans on rentre. C'est l'âge de raison. C'est l'âge de raison, c'est ça. Et tu vois déjà le changement, tu vois ton corps changer? Alors il a changé, moi, très, très brutalement et très violemment, oui. Donc, pour aller beaucoup plus en adéquation avec ce que je ressentais. Donc, comme un genre de film en accéléré pour revenir. Mais je ne me suis jamais replongée dans mes 20 ou 30 ans. Voilà, moi, je suis née à 45 ans, dans une femme de la peau de 45 ans. Et donc, forcément, j'allais chercher ce qui était bien dans les femmes de 45 ans, 50 ans. Alors, qu'est-ce qui est bien Et c'est la maturité, c'est la liberté. C'est se dire, bon, les enfants sont plutôt grands, parfois indépendants, on n'est plus dans les obligations de vouloir faire une carrière, on n'est plus dans... et on peut enfin penser à soi. On est à l'âge aussi de dire merde à son mari, lorsqu'il exagère de trop, c'est-à-dire qu'il a pris trop l'habitude de se faire servir. On rappelle qu'il n'y a pas d'âge pour dire merde à son mari. Hein. Non plus, c'est ça. Il faut pas dire merde tout coup d'ailleurs. C'est ça, mais les maris ont le droit de dire merde à leur femme aussi. Eh ben, ils ne se gênent pas d'ailleurs. Voilà, ils ne se gênent pas. Mais je pense que c'est une vraie liberté en fait. La femme à 50 ans, pour moi, est beaucoup plus dans l'équité, notamment relationnelle. Elle est moins submergée par les rôles qu'on lui a donnés. Donc c'est ce côté de liberté que moi je suis venue prendre en faisant ma transition, d'être moi-même, et que je retrouve beaucoup chez des femmes qui disaient « ouais, mais j'aimerais faire ça » et qui font souvent des reconversions professionnelles, bien plus que les hommes d'ailleurs. Bien plus que les hommes, parce qu'elles se donnent cet élan de liberté, comme si elles avaient été un petit peu plus emprisonnées dans leur rôle de mère, dans leur rôle de femme. Tu l'as toujours eu cette... on sent que la colonne d'air, elle est super droite, que tu es tranquille, que tu es... Je pense qu'il y a plein de choses qui sont complexes et compliquées et douloureuses, et je sais pas, mais on sent que tu es alignée. Ah oui. Ça se gagne ça, ou tu as été comme ça? C'est la marque de la championne, ou c'est... c'est une quête de soi en fait depuis toujours. Bon, le sport m'a beaucoup aidé à ça. Et j'ai toujours cette quête un peu de la perfection et d'aller au bout des choses. Et jusqu'à écrire un livre, quoi. Quand on est dyslexique, c'est juste incroyable. Et j'ai voulu écrire moi. Donc il y a eu des relecteurs, il y a eu... Oui, le travail d'éditeur, mais c'est toi qui as écrit ton livre. J'ai écrit mon bouquin de A à Z sur cette partie de transition, parce que je savais que j'allais vivre un moment un peu extraordinaire, dans le sens sorti de l'ordinaire. Oui. Et ça n'a pas loupé. J'ai eu 2 ans assez complexes, justement, de cette déconstruction pour reconstruire la femme que j'étais, socialement notamment, en passant par un changement de physique qui est compliqué, hein, parce que, en plus, j'étais un homme. Alors moi, je me détestais. Je ne pouvais pas me regarder dans le miroir, je m'insultais. Ouais, tu étais bel homme. Alors, quand je me regarde maintenant, je dis, mais je me draguerais bien. Alors, c'est très narcissique. Remarque, oui, c'est pratique. Hein, c'est vrai. Bon.
Oui, c'est ça. Non, mais moi franchement, je dis pas ça pour plaisanter. Je pensais que j'étais vraiment pas beau du tout. Enfin, en termes d'homme, je ressemblais à rien. Et donc, du coup, j'avais en plus cette volonté d'avoir un corps le plus... Alors, pendant que j'étais athlète, vraiment, c'était pas un souci parce que là, un athlète de haut niveau, sans faire d'efforts, et le corps, il est parfait. Mais je l'ai gardé assez longtemps, jusqu'à mes 45 ans. J'avais encore la tablette de chocolat, les muscles un peu partout. Ah bon, mais ça va. Avant 45, on va dire. Voilà. Et du coup, il a fallu que j'abandonne tout ça pour être moi-même. Et on passe par une phase de 2 ans où on ne ressemble plus à rien. Tu sais qu'on dirait que tu es en train de parler de la ménopause. Hein. Ouais. N'importe quelle femme peut parler de la ménopause en disant ça. Ouais. C'est fou. Alors, les bouleversements, moi, le bouleversement le plus fort que j'ai eu, c'est l'hormonal. Ouais. Moi, j'ai subi des chirurgies, évidemment, pour m'aider. Hein. Mais le choc le plus violent, il a été hormonal. Et donc, j'imagine bien qu'une femme ménopausée, qui a toujours baigné dans ses hormones, avec des pics, ainsi de suite, mais enfin, dans une forme complète, et soit complètement bouleversée. Parce que moi, je suis passé d'une faculté d'analyse des choses très filtrée, voilà, à une émotion de A à Z en 2-2, mais en pleurant de larmes et de peur. Je me suis pas fabriquée, mais d'un coup, je me suis mise à avoir peur de plein de trucs, alors que j'avais jamais peur de rien. Et peur de quoi, par exemple? Voir s'il y a quelqu'un derrière, une porte qui claque, ça me fait bondir, qu'à l'époque, ça me faisait rien. D'avoir peur de ne pas plaire. J'étais plus dans l'insouciance avant. Les émotions montent beaucoup plus vite. Et donc, je suis obligée de me contrôler un peu plus, quoi. C'est ça, être une femme. Sûrement. En tout cas, moi, je préfère. Ça se voit. Et alors, aujourd'hui, est-ce que la femme que tu es, elle est belle? Alors, il y a des jours, oui, des jours, non. Il y a des jours, je me dis, pas mal aujourd'hui. Je suis plus en adéquation à l'image que j'aimerais donner. Puis il y a des jours, je me dis, moi, quelle catastrophe, quoi. Mais là, c'est ni fait ni à faire. Et j'ai absolument pas confiance en moi. Quand tu dis c'est ni fait ni à faire, tu te sens responsable? Parce que c'est toi qui as fait la transformation Parce que moi, je peux me trouver moche, comme je peux me trouver jolie, mais je me dis pas, je me sens pas responsable. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Moi, j'ai fait le maximum que je pouvais faire. Oui, c'est pour ça que je te pose la question. Parce que toi, tu as peut-être l'illusion que c'était à ta main. Non. Non. Vraiment, je suis plutôt même très contente du résultat. Eh ben, on va finir avec ça. Tu vas demander, tu regardes là-bas. Et tu t'adresses à toutes les femmes qui ont peur un peu de passer ce cap-là de 45, 50 et après, et qui n'osent pas aller vers l'épanouissement. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Alors moi, je leur dis, écoutez, vous avez eu la chance de vivre votre féminité jeune. Moi, je pense vous avez la chance de la vivre dans la deuxième partie de vie, avec cette liberté, mais prenez-la pleine main, puis éclatez-vous. Merci Sandra. Merci. Merci beaucoup, vraiment, c'était formidable.